Bonjour, vous écoutez Un été de figariste, une série en 4 épisodes produite par Tip & Shaft, la newsletter hebdomadaire des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Les figaristes, ce sont les marins qui participent chaque été à la solitaire du Figaro. Dans Un été de figariste, ils et elles racontent leur relation particulière à cette épreuve hors norme par laquelle les meilleurs coureurs français sont passés. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Un été de figariste. Un été de figariste est sponsorisé par Carver. Si vous êtes un coureur pro ou amateur, vous connaissez forcément la marque d'accastillage qui équipe tous les bateaux de course, des mini aux ultimes en passant par les Figaro, les Classe 40 et les IMOCA. Après les poulies, les emmagasineurs, les hooks, les bloqueurs, les rails et les chariots de mât, Carver propose désormais des winches. Des winches innovants qui tournent 6 fois plus vite qu'un winch classique, et je peux vous dire que lorsqu'il s'agit de rouler le Genac en solitaire dans 30 nœuds de vent, ça compte. Pour les découvrir, rendez-vous au showroom Carver qui ouvrira mi-septembre à Lorient-la-Base. Bonjour Clarisse Révert. Salut Pierre-Yves. Merci de nous recevoir pour ce troisième et avant-dernier épisode de notre série d'été, Un été de figariste. On est dans une petite maison à Locny-Kellic, de l'autre côté de la rade de Lorient. On va dire qu'on est fin juillet, quelques semaines après la solitaire du Figaro. Alors, toi qui va illustrer dans cette série d'été le bisu ou la bisu, je sais pas comment on féminise bisu. Dans quel état on est après 3 semaines de Figaro, physiquement ? Après 3 semaines du Figaro, j'étais vraiment dans un état d'épuisement comme j'avais jamais été. C'est vraiment intense et je pensais, on a beau l'entendre dire parce que forcément on se renseigne avant de se lancer là-dedans. C'est quand même assez coton comme état de fatigue. Et du coup, tu fais quoi ? Tu dors, tu manges, tu fais rien, moi, t'es molle. Parce qu'on a du mal à comprendre de toi. J'étais vraiment un ogre, j'arrêtais pas de manger. Et alors j'ai dû enchaîner très vite sur d'autres navigations et en fait j'étais dans un état j'étais un peu à côté de mes pompes quoi. On marche sur l'adrénaline parce que j'avais encore plein de choses à faire, mais j'étais épuisée et du mal à tenir les yeux ouverts et tout. Non, c'est vraiment fatigant de chez fatigant et moi j'ai mis du temps à réussir à vraiment me reposer en fait. Ça qui a été dur. Et psychologiquement, est-ce qu'on n'a pas le besoin de couper un petit peu ? Est-ce qu'on n'a pas le besoin Il y a jamais de saturation, genre quand on sort de 3 semaines de Figaro. Non, moi c'était vraiment une fatigue physique, c'est-à-dire que j'avais besoin de dormir, manger et j'avais pas beaucoup d'énergie pour faire des choses concrètement. Par contre, non, j'avais encore envie d'entendre parler de bateau et alors que parfois ça peut arriver effectivement après un événement d'avoir envie de faire complètement autre chose. Non, j'étais plutôt bien là-dessus. On pouvait me parler de la solitaire. Enfin voilà. Non, j'avais pas besoin de couper psychologiquement. Alors, on va pas refaire toute ta carrière qui est courte mais déjà très très dense et puis qui va continuer parce que tu navigues en ce moment sur l'IMOCA Banque Populaire parce que tu switches de projet pour aller sur un projet très ambitieux de Vendée Globe. On en parlera un petit peu à la fin. Quand tu as fini la Mini Transat en 2017 après une très très belle deuxième position en bateau de série, tu disais beaucoup, je sais pas trop ce que je veux faire, je vais laisser passer du temps, j'arrive pas à me projeter. Enfin, t'étais assez transparente là-dessus, c'était assez intéressant. Et puis finalement, tu t'attaques au truc le plus logique après beaucoup de parcours en Mini Transat, qui est la solitaire du Figaro. Mais en attendant un petit peu, en faisant presque une année de césure, un petit peu 2018. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était pas un cheminement logique pour toi ? Ça veut dire que c'était pas naturel ou c'est parce que il a fallu que ça se construise, que ça se mûrisse ? Qu'en fait, quand je me suis lancée dans la Mini Transat, c'était vraiment un projet. Je voulais faire la Mini Transat. J'avais pas un plan de carrière nautique. Puis ça faisait pas si longtemps que j'étais dans le monde de la voile, donc c'est pas quelque chose auquel je pensais depuis 15 ans. Enfin voilà. Et du coup, après la Mini Transat, c'est vrai que j'étais un peu face à un vide parce que j'avais volontairement pas mené cette réflexion avant la Mini Transat parce que je voulais me consacrer à 100% à la Mini. Et donc, à la fois, j'ai aucun regret parce que j'ai profité à 100% de mon projet Mini et je me suis pas, on va dire, empoisonné le cerveau avec d'autres considérations derrière. Et en même temps, c'était un peu bête aussi parce que forcément, j'avais pas une longueur d'avance sur la suite du programme. Et donc, forcément, j'ai mis presque un peu plus de 9 mois après la Mini avant de savoir vraiment ce que j'avais envie de faire l'année d'après. Et comment est venue cette envie de Figaro ?
Et petit à petit, j'ai quand même pas été oisive pendant cette année-là. J'ai eu quelques projets. Non, mais je veux dire, j'ai mené une réflexion active, on va dire. T'as fait une G2R. J'ai fait la G2R avec Tanguy. C'était un peu le choix de la facilité parce que ça se présentait assez facilement. C'était chouette de faire un truc tous les deux. Ça me permettait. Tanguy, c'est Tanguy le Turquet. On va expliquer. Tout le monde ne connaît pas forcément. Oui, voilà, tout tout le monde à fait. très bien le milieu de la voile. C'est mon compagnon dans la vie. Voilà. Et donc, tout en bossant aussi un petit peu à côté, j'ai fait pas mal de bateaux. Donc, la Transat G2R, j'ai refait des courses en mini, en solitaire et en double, j'ai fait le Tour de France à la voile, j'ai fait même une petite nave en IMOCA avec Romain Attanasio en tant que media woman, ce qui n'empêche m'a permis de découvrir ce support-là, qui m'a pas mal aidé dans les réflexions d'après. Et donc en fait, c'est en me disant j'ai envie de continuer à faire au moins quelques années de bateau, je savais pas forcément combien de temps, mais envie de me confronter à ce qui paraissait un peu un géant un peu flippant, la solitaire du Figaro quoi. Et en y allant un peu comme on va en classe préparatoire, en se disant ça va pas forcément être rigolo, mais je vais apprendre plein de trucs. Ah oui. Voilà. J'y allais vraiment. C'est une bonne analogie. Non, j'y allais vraiment dans cette optique-là et finalement j'ai été assez surprise parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus chouette que ce que j'imaginais de l'image que je m'en faisais. Je m'en faisais vraiment. Un peu plus école et un peu moins prépa. Ouais, voilà. Un peu plus. Non, mais je me suis vraiment amusée et c'est pas un truc qu'on dit a posteriori. Je me suis vraiment amusée pendant la course, même si c'était très dur et qu'il y a des moments où on se dit quand est-ce que je vais dormir. Mais c'était vraiment rigolo. Alors que sur le papier, on a du mal. Enfin, moi, ça me faisait pas rêver, en fait, comme course. Parce que le parcours, on fait un peu des ronds dans l'eau. Enfin, et puis l'année d'avant, c'était des ronds entre la Vendée. Enfin, bref, c'était pas mon parcours de prédilection, quoi. Et en fait, je pense aussi c'était l'édition qui a peut-être un peu ajouté à la magie du truc, mais le côté un peu fou et compète, et ça fait une dimension un peu absurde qui est assez amusante. Alors, on va y venir juste après. Ouais. Avant, raconte-moi un peu comment justement on se prépare à ce monument, pour le coup, si c'est aussi la grecque de la voile, quoi, oui, presque, c'est ça, un petit ouais, peu. Donc, ouais. comment est-ce qu'on se prépare? Tu t'es entraîné à Lorient? Exactement, avec Tanguy Le Glatin. Ton coach habituel? Dans le pôle de course au large de Lorient. On était un assez bon groupe. Cette année, il y en a pas mal qui ont fait le choix d'être à Lorient pour préparer cette saison en Figaro 3. C'était un peu particulier parce que ça commençait par une course en double, que c'était un nouveau bateau, donc on a fait beaucoup de doubles. Moi, j'étais avec Erwan Le Draoulec, qui était aussi bisu, qui a gagné la Mini Transat mon année en série. Qui est déjà ton binôme de préparation de la Mini. C'est un peu mon binôme préféré, on va dire. Et c'était pas facile parce qu'à la fois c'était passionnant parce qu'on était avec des champions comme Charles Caudrelier, comme Loïc Perron qui s'entraînaient avec nous, donc c'était à la Pascal Bidégory. Enfin, c'était à la fois fascinant et en même temps un peu difficile de trouver sa place parce que parfois ils avaient des considérations ultra techniques alors que nous on avait besoin de penser à la base quoi. Enfin, quand ils en étaient parfois à se disputer sur savoir des angles, des minuscules virgules de degrés de rec ou je sais pas quoi, alors que moi déjà si mon génois était bien réglé, c'était pas mal quoi. Enfin, donc j'exagère un peu mais pas tant que ça. Et donc à la fois c'était passionnant et en même temps c'était pas une période facile parce que forcément on ramasse un peu les bouées. Alors pas tout le temps mais disons qu'on n'apportait pas grand-chose à la discussion technique, quoi. Enfin, en tout cas, moi. Tu prenais plus que tu ne pouvais donner, quoi. Exactement. Et donc, et parfois, même moi, ça me donnait envie de revenir aux bases. Enfin, parfois, ils discutaient, par exemple, sur des tensions de gréement, des choses comme ça, alors que moi, il me manquait les bases pour comprendre pourquoi on parlait de ça, quoi. Parce qu'en mini, on parle de tensions de gréement, mais de façon beaucoup moins pointue. Donc, non, c'est donc voilà comment on se prépare. On a beaucoup navigué. En fait, on a fait le plus possible de naves. Ensuite, on a fait cette course en double, la Sardinia Cup, qui nous a permis de mettre un peu les mains dans le cambouis. Mais en fait, ça a été hyper court la préparation. Enfin, on a commencé à naviguer tout début février et début juin. Enfin, fin mai, on était déjà à Nantes pour la solitaire. Donc en fait, il y avait un petit côté, on verra bien, qui était assez agréable. Parce qu'en fait, tout le monde était dans cette situation. Du coup, en fait, c'est le concours de la grecque, sauf que t'as pas eu du tout eu le temps de préparer la grecque. Il y a pas une année entière de travail complètement au fond de la mine. Ouais. Et du coup, dans quelle disposition d'esprit t'arrives au départ de Nantes? Parce que il y a aussi que tu le veuilles ou non, maintenant quand t'arrives sur un circuit, il y a aussi un petit côté un peu bête curieuse. C'est la fille qui a gagné la Mini, la fille qui va faire le Vendée Globe avec Bon Populaire. Est-ce que tu subis un peu cette pression-là ou En tout cas, je touche du bois. Pour l'instant, ça m'a jamais
jamais trop, enfin c'est pas que ça m'a pas traversé l'esprit, mais j'y pense pas trop parce que je pense que c'est ça qui est chouette avec la course au large, c'est que quand on est tout seul sur son bateau, on est dans des, tu connais ça, on est dans un autre monde, on est vraiment avec son bateau, Alors, je parle vraiment plus de l'avant-course en fait, oui, la partie à Nantes. Du coup, en fait, peut-être que j'ai ressenti un peu ça avant la solo Maître Coq, où parce qu'en plus j'étais pas forcément encore. Enfin, j'étais au tout début de mon projet Figaro. On me parlait déjà de mon projet IMOCA. J'étais dans la partie entraînement, qui est pas forcément la partie la plus rigolote d'un projet bateau, parce qu'il faut naviguer beaucoup dans le froid, dans le dur, et que moi je préfère les courses et je préfère être toute seule sur mon bateau. Donc peut-être à ce moment-là, ça a pas été facile parce que forcément on me parlait de plein de choses, alors que moi j'avais l'impression de ramasser les bouées à l'entraînement en Figaro. Mais toi t'étais dans le concret, dans le dur, et toi on parlait de Vendée Globe avec Banque Populaire, alors que toi t'étais exactement, que j'étais déjà là avec mon petit Figaro R2D2 là, déjà un peu galéré. Et en fait, j'ai peut-être ressenti un peu cette pression-là, mais à l'instant où j'ai fait la solo Maître Coq, en fait, j'ai retrouvé le plaisir que d'être toute seule sur mon bateau. Et j'ai pas du tout ressenti cette pression-là quand j'étais toute seule en mer. J'y pense plus à ce genre de choses parce que justement, dans mon bateau, on a déjà tellement de choses à faire sur son bateau qu'on va pas penser à la pression des gens qui pensent que je sais pas quoi. Enfin voilà. Donc, je parlais de pression concrète, c'est-à-dire que beaucoup de journalistes qui viennent te voir ou le regard des autres. Alors, t'es au ponton, t'es amarré à côté de Loïc Perron, Michel Desjoyaux. Mais quand on est bisu face à ces gens-là, justement, on n'a pas trop la pression. Voilà. Enfin, mais comment ils t'ont accueilli? Comme tous les autres, enfin comme ils ont accueilli tous les autres, ils sont hyper ouverts, hyper gentils, on peut leur poser des questions. Alors c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est des géants ils sont plutôt presque paternalistes, ils sont plutôt sympas. Et même ils sont pas du tout quand ils racontent, parce que parfois au détour d'une conversation, ils vont raconter. Mon deuxième Vendée Globe. Oui, exactement. C'est amusant parce qu'on a fait un débrief de la solitaire au mois de juillet chez Morgan Lagravière, et donc il faisait partie du groupe de Lorient, un peu en mode sympa. Enfin, mais on a quand même fait une petite réunion. Avant le barbecue pour que chacun raconte un peu les sentiments qu'il avait eu par rapport à la solitaire et tout ça, puis les réglages et tout ça. Finalement on s'est rendu compte que tout nous était très différent, et on est allé se baigner dans la Laïta parce qu'il habite juste à côté de la Laïta, et donc on était en train de se baigner parce que personne n'était organisé, en sous-vêtements. J'étais entre Loïc Perron et Alain Gauthier en train de raconter leur premier Vendée Globe. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est pas parce que c'est Loïc Perron et Alain Gauthier qu'ils sont pas des marins entre guillemets normaux, même s'ils ont un palmarès extraordinaire et énorme qui pourrait en impressionner, qui peut impressionner tout le monde. Mais en fait, ils y pensent pas quand ils racontent leurs aventures et quand ils sont là sur les pontons avec nous. Donc c'est hyper sympa parce que ça reste gentil, accessible, y compris pour les journalistes. Voilà, ouais, non, c'est super chouette. Et donc c'est vraiment, moi en tout cas, j'ai vraiment ressenti ça. Et c'est vrai que, alors le Figaro, c'est un peu particulier parce que quand on fait la solitaire, on a vraiment un rythme qui est très intense, donc on n'a pas trop le temps de rencontrer les gens. Mais quand même, sur les pontons, l'ambiance est quand même sympa, quoi. Ouais, et puis ça reste une course à escale qui mécaniquement génère du contact. C'est quand même la grande différence avec les courses qui partent d'un endroit qui va à un autre. Enfin, en tout cas, peut-être que c'était peut-être pas le temps de faire des grosses fêtes, mais oui, voilà. Enfin, on est quand même surtout concentré sur le fait d'aller manger et dormir, quoi. Alors, quand tu pars sur la solitaire, tu vas avec quelles ambitions? Tu vas voir. Des ambitions finalement que j'ai pas atteintes, parce que j'aurais bien aimé faire un podium bisu sur une étape. Je crois que je suis de 5e bisu à la fin ou 6e, je sais plus. Si je crois que je suis 5e à la fin, voilà. Donc si ça c'était dans mes objectifs d'être top 5 bisu, mais j'aurais bien aimé faire une étape un peu mieux que ça. Donc je me concentrais vraiment sur le côté bisu, et après franchement classement général, j'avais pas trop de, pour avoir suivi Tanguy Le Turquoise sur ces deux précédentes solitaires, je me rendais bien compte que il y avait toujours même des grands champions qui se cassaient la gueule parce que une étape abandonnée, un truc foiré, n'importe quoi. Donc je me rendais bien compte que le classement général voulait pas forcément dire grand chose par rapport à la réussite de la course. Et moi en l'occurrence, j'avais vraiment pas de pression par rapport au résultat parce que j'étais déjà sur des rails pour un autre projet incroyable. Donc le but c'était simplement d'apprendre à naviguer et de montrer que je pouvais me battre avec le gros peloton, quoi. Donc voilà. Et alors du coup comment ça se passe concrètement? Moi je suis toujours aussi nulle en départ. ça n'a pas changé. Je pense que c'est aussi lié à mon manque d'expérience sur j'ai jamais fait de voile légère et tout ça, donc dès qu'il y a des bateaux tout près de moi, je suis un peu paumée. J'étais pas si mal placée, on va dire 30 secondes avant le top départ à chaque fois, mais je pense que j'étais un peu impressionnable et que quand j'étais coincée entre Fabien Delahaye et Morgan Lagravière à 10 secondes du top départ, je lançais toujours 5 secondes trop tard et donc je me faisais défoncer. Donc ça c'était toujours un peu dur psychologiquement, et puis j'étais pas très à l'aise justement avec cette ambiance des départs. Enfin je sais pas, ça me stressait, quoi. Je suis pas quelqu'un de
enfin si je peux être assez stressée sur certains trucs. En l'occurrence, les départs en Figaro, c'était pas du tout ma tasse de thé. Et je sais même plus quelle était ta question. Tu vois, ma question c'était comment ça s'est passé concrètement. Comment ça s'est passé concrètement la vitesse, sur l'eau. les petits coups, tu sais, les figaristes, ils ont une culture du petit coup. Toujours aussi nul en départ. Et après, finalement, j'avais une assez bonne vitesse. Par contre, je mettais un peu de temps à la trouver. Donc, par rapport aux grands champions, tu perds un peu dans les phases de transition. Puis je mettais un peu de temps à me dire mince, quel est le compromis que je veux faire sur ce bord, est-ce que je veux faire haut, est-ce que je veux faire bas, qui je veux, enfin voilà. Et donc ces 10 minutes ou cette demi-heure où t'es un tout petit peu paumé, par rapport aux autres tu perds un peu, mais par contre une fois que j'étais lancée, ça allait. Donc un peu le tracteur quoi. Le bon diesel. Voilà. Et puis après j'ai fait toutes les mauvaises options qui étaient possibles de faire sur la solitaire. Parce que la première étape, j'ai été dans l'ouest. Ensuite, je suis une des rares à être passée à l'ouest des Scilly dans la deuxième étape. Je suis passée du mauvais côté du DST dans la troisième étape. Qu'est-ce que j'ai fait sur la quatrième? Non, ça va. Sur la quatrième, j'ai pas fait trop de conneries. Sur la quatrième, t'as eu une très très bonne phase où j'ai eu une très très bonne phase. J'ai juste tout perdu la dernière nuit parce que c'est comme ça qu'on apprend, je pense, la solitaire. Et je pense que si je la refaisais, ça m'arriverait pas. J'ai vraiment eu un gros manque de lucidité sur la dernière nuit. J'étais éclatée. Et c'est vraiment que la dernière nuit que je me suis dit, là, ça y est, je paye toute la solitaire. Et j'ai tout perdu sur un paquet d'algues dans la quille où, en fait, je me rendais pas compte que c'était des algues. Enfin, j'allais pas vite et j'étais pas assez lucide pour me dire c'est des algues de façon certaine. Il y avait très peu de vent, donc je faisais quand même des marches arrière, mais pas de façon convaincue. Et j'arrivais pas à voir les algues. Je pense que j'étais fatiguée parce qu'en plus de nuit, c'est un peu compliqué. Il faut se pencher au-dessus du bateau. Enfin, c'est pas génial. Et donc, j'ai fait 100 changements entre Genac et Génois en me disant ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. J'ai perdu 2000 et 2000, c'était 25 places, quoi. Oui, sur la dernière étape, c'était beaucoup de places. C'était un peu moins de place sur les autres étapes, mais sur la dernière étape. Donc j'étais hyper déçue à l'arrivée et je pense aussi très fatiguée. Et du coup, moi qui suis plutôt toujours un peu positive, à me dire, j'ai appris plein de trucs, j'ai eu des bonnes phases et tout, parce qu'en plus, c'était le cas sur la quatrième étape où j'ai eu des super phases. Je suis arrivée, j'étais à moitié en pleurs. Il y avait toute ma famille sur les pontons. Ma famille est parisienne, donc ils étaient là à Dieppe parce que c'était assez pratique. Enfin, j'avais un de mes frangins et mes parents et j'étais pas du tout accueillante, quoi. J'étais à moitié, j'étais là, je suis énervée et tout. Et, enfin bref, j'étais pas pas super ambassadrice de mon sport, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce format-là? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Il y a quelques courses mini où on est sur des formats assez proches, mais on les enchaîne pas, etc., quoi. mais il y a pas cet enchaînement. Pour moi, par rapport à une course mini, pour ceux qui connaissent, ça ressemble le plus à la mini en mai. Parce que c'est la longueur et que finalement on finit sur la mini en mai aussi près des côtes, donc il faut quand même être bien réveillé. Mais par contre on en fait 4 d'affilée, quoi. Donc et puis en mini, quand on fait une connerie, on perd pas 20 places d'un coup. Donc ce qui m'a le plus surpris, si c'est ça, surprise, ouais. C'est vraiment l'ensemble, c'est qu'on a beau se dire ça va être dur, il va pas falloir dormir, le rythme, on va payer les conneries par 50 places d'un coup. On ne se rend pas compte en fait, à quel point c'est comme ça, quoi. Et en fait, ce qui t'a surpris, c'est la capacité de la course à être conforme à ce que tu attendais qu'elle soit. Et non, finalement, ce qui m'a le plus surprise, c'est le côté fun, alors que ça paraît pas du tout fun sur le papier. Finalement, c'est ça qui m'a le plus surpris. On y retourne, parce que le format le jeu, et l'intensité, je m'attendais un peu à ça, même si tant qu'on l'a pas vécu, comme plein d'expériences dans la vie, on peut pas vraiment se rendre compte. C'est vraiment c'est amusant, alors que sur le papier il y a toutes les raisons que ça soit pas amusant du tout, quoi. Et c'est amusant même quand on est 25e ouais, alors ou 35e. non, c'est dur, on a un peu envie de pleurer et tout, mais quand on perd des places ou qu'on va pas vite et tout. Mais en fait, on est tellement nombreux et tellement resserrés que moi, il y a eu des phases où j'étais pas bien placée du tout, mais il y a quand même 3 bateaux autour de soi et on a quand même 3 bateaux à essayer de bouffer. Et du coup, si on arrive à se concentrer là-dessus, c'est un peu un jeu vidéo, quoi. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus vite et tout. Et en fait, c'est ce côté, c'est sans fin, quoi. On a toujours un bateau à côté de nous, même si on est dernier. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, il y a toujours une source de motivation. Je suis peut-être que celui qui est derrière moi, je le considère comme étant pas super fort et je suis énervée d'être à côté de lui. Mais, dans ces cas-là, mon job, c'est de lui mettre un 1000 d'ici 12 heures, quoi. Et du coup, c'est fascinant, quoi. Est-ce que, en termes d'intensité, c'était conforme à ce que tu attendais? C'est-à-dire cette bagarre de tous les instants, oui, par contre, j'étais plutôt agréablement surprise parce que en plus pour avoir suivi quelques solitaires avant et avoir suivi des bisus, ce qui était pas facile sur la fin du Figaro 2, j'ai la sensation que c'était vraiment que
les bisous finissaient forcément par se faire bouffer en vitesse par les champions quand il y avait un long bord de 100 000 dans un sens, et c'était la lutte pour pas perdre. Et là, avec le Figaro 3 et ce bateau que finalement on connaissait tous pas trop, là où j'ai été assez surprise et agréablement surprise, c'était que on pouvait tenir même en tant que bisu sur des longs bords, et ça c'était hyper motivant et enthousiasmant, parce que c'est quand même dur de se battre mentalement, du coup tu pars pas battu d'avance. Exactement. En fait. Et donc je pense qu'en plus du coup c'est un cercle vertueux, c'est que tu dis c'est possible, donc tu te donnes les moyens de chercher, parce que à chaque bord tu trouves pas forcément les clés de la vitesse, et d'ailleurs il y a eu des bords où j'ai jamais trouvé, mais tu te dis je pourrais trouver peut-être, et donc c'est beaucoup plus motivant. Voilà. Est-ce que l'apprentissage que tu allais chercher, tu l'as trouvé? Oui, ça on sait jamais trop. Enfin, tu peux avoir le sentiment d'avoir progressé sur 4 étapes. J'ai le sentiment d'avoir bien progressé. J'ai adoré. Moi, j'avais jamais navigué dans la Manche. Enfin, j'avais fait le mini Fastnet où on va dire qu'on longe la Manche, quoi. Enfin, voilà. J'avais jamais navigué dans autant de courants. Ça, c'est un truc que j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai appris plein de choses en navigation pure et dure en tant que marin, être proche dans les cailloux et tout. Moi j'avais jamais vraiment fait, parce que j'avais jamais eu de carte aussi précise. Finalement, même si les départs je suis nulle, j'ai quand même un peu appris là-dessus, et sur les réglages et sur se gérer en mer quand t'es très fatigué. Enfin non, sur plein de choses on apprend. Non, c'est une bonne école quand même. Et qu'est-ce que t'inspire les figaristes maintenant que tu les as vus à l'œuvre de près? Alors par figaristes, j'entends les gens qui sont là depuis plusieurs saisons et qui ont fait presque une religion, quoi. Pour moi, c'était un peu un mystère. Je me disais mais ils sont complètement fous, un peu même débiles de vouloir faire ça pendant 15 ans. Franchement, ça me dépassait un peu. Je commence un peu à comprendre ce côté addictif. Voilà. Donc ça c'est quand même quelque chose que j'ai découvert. Et puis après c'est sûr que il y a un niveau il y a une densité d'excellents marins qui est assez fascinante. Après, ça se voit, je veux dire, ça se voit. Tu vois, t'es sur l'eau à côté d'eux, ça se voit. Ils font des trucs que tu dis, mais c'est incroyable. En fait, c'est jamais rien d'incroyable. Enfin, moi, j'ai l'impression, si, parfois, il y en a un qui va faire parfois, il y en a un qui veut dire, ah putain, il allait faire pile le petit virement de bord où il t'a mis un demi-mille en 10 minutes. Ça, c'était waouh. Mais souvent, c'est même pas ça. C'est, en tout cas, moi, je perdais à chaque fois par rapport à les longs bords que j'ai pu faire à côté de Alexis Loison ou Yann Eliès et tout. Je perdais sur, finalement, côté de l'un à côté de l'autre, il se passe pas grand chose, puis à chaque fois un petit nuage, hop, il te met un demi, ou 0,1 mille, ensuite un petit machin, hop, il t'a remis 0, et donc c'est ça, c'est peu d'erreurs, et c'est un peu ça le jeu en Figaro, quoi, c'est de faire le moins d'erreurs possible. Donc à la fois c'est hyper frustrant parce que tu dis j'ai refait une erreur, donc tu notes un peu dans ton petit carnet mental, ça je referai plus, mais en fait c'est sans fin. Tu te dis il y a peut-être 12 000 erreurs possibles, donc avant de plus les faire, voilà, bon courage. Après le Figaro, le seul truc que je trouve dommage, c'est c'est ce côté un peu fonctionnaire de la voile. Enfin, c'est pas fonctionnaire de la voile, mais justement, comme je pense que quand tu fais ça depuis 10 ans, t'as peut-être un peu moins envie sur certaines courses. Tu vois, le fait que la Dornenay Hortas ait eu du mal à... Alors, c'est vrai que c'est une année très dense pour le Figaro 3, que le Figaro 3 ait eu des soucis, etc. Donc la Dornenay Hortas, c'est une épreuve du championnat de France qui aurait dû partir ces jours-ci. Et qui va finalement à Riron. Qui finalement va à Riron en version diminuée, et puis il y a que 16 bateaux, quoi. Alors moi je suis pas du tout bien placée pour en parler puisque je ne la fais pas, mais je trouve ça dommage. Il n'y a pas vraiment de vraie raison pour laquelle elle ne se fait pas, et je pense que c'est parfois un peu un manque d'envie de refaire des choses nouvelles, dans le Figaro, voilà, ça manque un peu. Moi qui viens du monde du mini, justement, ça manque parfois un peu de cette dimension. Waouh, on a de la chance de faire du bateau et de vivre de ce métier incroyable. Parce que justement c'est des gens qui sont professionnels depuis longtemps et qui peut-être que on s'habitue à cette chance-là, quoi. Même le très haut niveau peut entraîner une forme de routine. Exactement. Et donc ça, c'est le seul point que j'aurais à déplorer, c'est de réussir à prendre, faudrait réussir à prendre un peu de recul et à se rendre compte de la chance que c'est de faire ça au quotidien. Alors je dis, c'est pas du tout une règle générale, mais parfois il y a un peu ça qui ressort dans l'ambiance générale, et paradoxalement c'est peut-être aussi ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que certains qui en sont à leur 10e édition se battent encore aux avant-postes. Oui, complètement. Ça, c'est l'autre extrême du exactement. Et puis ils continuent d'avoir la foi pour revenir après 15 fois, ou sur les 15 fois il y a 5 fois où ils ont pris une méga bâche, parce que c'est ça la solitaire, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une étape ratée et tout ça. Donc il y a quand même une passion chevillée au corps et tout ça. Mais d'avoir juste parfois ça manque un peu de recul, parce que c'est un peu
c'est les meilleurs Français, c'est très français quand même encore, et c'est les meilleurs Français en solitaire, et donc ça devient un peu un microcosme, même si c'est quand même ouvert aux autres et tout ça, mais donc peut-être un peu de manque de recul, peut-être que moi je vais tomber là-dedans, peut-être que je suis déjà tombée là-dedans, hein, j'en sais rien, peut-être que je peux m'inclure dans le truc, mais voilà, réussir à garder un peu la magie de la voile, et je pense que c'est aussi lié au fait que en Figaro, finir c'est pas un exploit, ou en tout cas c'est pas présenté comme tel, alors que la route du Rhum, quand on finit, si on a eu des merdes et tout, c'est quand même chouette, et c'est bien à l'arrivée, c'est quand même une fête. Là, en Figaro, t'arrives 30e, c'est pas du tout une fête à l'arrivée sur le ponton, quoi. Il y a personne, à part tes 3 copains, et donc, je pense que ça véhicule le fait que ce soit pas magique, quoi. Parce que si t'as juste fini, on s'en fout complètement. Non, c'est du sport pur. C'est du sport pur. C'est la bagarre du sport. Mais du coup, c'est aussi ce qui fait, pour le coup, pour le suiveur. Oui, c'est ce qui fait que c'est chouette à suivre. Sa productivité hachée pendant tout le mois de juillet, pendant tout le mois de juin, il faut quand même être lucide là-dessus. Oui. C'est aussi ce qui fait le plaisir. C'est sûr que ça vend pas de voyage, ça vend pas d'aventure, mais ça vend une bagarre extraordinaire avec. Mais c'est ça qui fait que je pense que c'est difficile de se rallier. C'est ça qui fait que c'est difficile pour le marin en mer de prendre parfois un peu de recul, dire ok, là je suis en train de prendre une bâche, mais là je suis sur l'eau, en train sur un bateau magnifique. Mais je dis pas que moi j'y arrive tout le temps, hein, mais c'est ça qui fait que c'est difficile de prendre du recul aussi, quoi, et de se dire j'ai de la chance de faire ça. Et je pense que ça l'est d'autant plus quand ça fait 15 ans qu'on fait ça. Du coup, c'est quoi? C'est une case de cocher et t'y reviendras plus jamais, ou tu te dis que finalement je pense que tu m'as déjà assez discuté avec moi pour savoir que j'ai un peu de mal à me projeter. Tu sais pas plus ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais, ce que voilà, moi là j'ai février vraiment 2021, si tout va bien. Exactement. J'ai vraiment un objectif très ambitieux et sur lequel il va falloir que je travaille énormément, qui est de faire le Vendée Globe en 2020 avec Banque Populaire. Je vais me concentrer là-dessus. C'est vrai que avant la solitaire, tu m'aurais demandé, j'aurais dit non, moi je le fais une fois en me disant je vais apprendre plein de choses. En plus, c'est le Figaro 3, la première fois, il y a plein de champions, c'est super cool, c'est facile. Je veux dire, le truc est tout trouvé et tout. J'aurais dit non, je le fais une fois. C'est vrai qu'après l'avoir fait, je me dis je comprends les gens qui ont envie de le refaire. Donc j'ai quand même bien fait de poser la question. Exactement. Oui. Un peu comme Yann Eliès qui dit qu'il faut toujours avoir une petite solitaire du Figaro sur le feu. Voilà. C'est vrai que j'ai été vachement plus enthousiasmée et séduite par cette course que ce que j'aurais imaginé avant. Tu courais avec Tanguy, le Turquais, ton compagnon. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a un couple qui régate. Ouais. C'est pas souvent qu'un couple régate dans la même série en étant adversaire direct. Ouais. Il y a Justine Métro et Anthony Marchand. Voilà, Justine Métro et Anthony Marchand. Mais du coup, je l'ai interviewé pour l'instant ni Justine ni Anthony, donc c'est à toi que je vais poser la question. Comment ça se passe? Est-ce que on a eu un tweet une fois de Tanguy qui dit je suis encore le patron à la maison, donc c'était avant l'étape fatidique où il met son bateau dans les cailloux, donc on a profité parce qu'il est pas là. On en profite, il est pas là. C'est à la fois pas vraiment un sujet et en même temps c'est pas toujours facile. Ce qui est difficile, c'est que nous on avait l'habitude de s'être toujours soutenus l'un l'autre dans nos aventures nautiques. À l'origine c'était lui qui était vraiment marin et moi qui le soutenais. Ensuite sur ma mini il m'a beaucoup soutenu. Et donc là, en fait, on n'a plus trop l'énergie ou le temps pour soutenir l'autre. On est un peu chacun dans sa merde, même si on logeait ensemble, on dormait ensemble. Ça, c'est pas facile parce que en fait, on est vraiment très fatigué et on a du mal on devient assez égoïste sur le mois d'une solitaire. Manger, dormir, voilà, l'essentiel. Et ce qu'on est avec son préparateur qui s'occupe de notre bateau, on fait notre nav, notre météo. Vous aviez chacun votre préparateur, vous aviez juste la logistique à terre qui était commune. Notre préparateur, la logistique, oui, en gros, c'est ça, c'est simplement on partageait nos Airbnb, quoi, et c'est pas juste facile. Juste pour que ça coûte moins cher. Juste pour ça. Non, puis parce qu'on n'envisageait pas d'être séparés, mais en fait, la question se pose réellement, je pense. Je sais qu'Anthony et Justine, ils font le choix après, eux, ils se sont rencontrés sur le circuit, donc c'est un petit peu différent, ils ont pas eu à adapter quoi que ce soit. Je pense que la question se pose réellement pour justement être concentré à 100% sur sa course, de vivre un peu plus séparés. Nous, je sais qu'on n'arriverait pas à le faire. Là, la question va pas se poser de façon concrète dans les mois qui viennent, mais c'est pas facile. Après, sur la performance, moi, c'est peut-être que j'ai le rôle facile parce que finalement, j'ai moins d'expérience que Tanguy, donc j'avais rien à perdre et tout. Mais je pense pas que ça soit un vrai sujet parce que quand on vit vraiment la course à fond, il y a tellement de concurrents qu'on n'est pas focalisé sur un concurrent et le fait qu'il soit devant, derrière. Jusqu'au tribord fatidique. Voilà. Non, mais par contre, c'est vrai que moi, j'étais un peu tentée souvent de suivre Tanguy. Enfin, c'était un peu maladif chez moi. S'il y avait un truc à faire, s'il était juste à côté de moi et qu'il empannait, je dis, pourquoi pas?
ça n'a rien à voir avec nos relations, mais bon, finalement, c'est peut-être une bonne idée. Bah, quitte à être à côté d'un bateau, je préfère être à côté de lui, quoi. Alors, on parle un petit peu de ton projet Vendée, quand même. Oui. Ça serait gâché que de ne pas en parler. Ouais. Mais toujours, on le raccrochera un peu au Figaro. Comment t'arrives quand même à rester concentré sur une solitaire du Figaro avec un autre partenaire qui est Everreal, Oui. qui vient de tes partenaires mini, alors que tu as cet énorme projet qui va générer beaucoup de travail, d'enthousiasme, de pression médiatique, etc. Comment t'arrives à te dire je l'ai vraiment vécu comme peut-être que en tout cas avec Ronan Lucas qui est le directeur du team Banque Populaire, moi je l'ai présenté comme tel et lui il était d'accord avec cette idée que c'était une excellente formation pour moi. Après il y a eu finalement ça m'a fait louper une course qualificative alors qu'au début ça devait pas m'en faire louper parce que bref, donc ça a eu des petites conséquences où finalement on aurait pu être mais en tout cas, au départ, c'était vraiment, c'est une super école et je vais apprendre plein de choses. Et même si c'est pas le même bateau, ça va être une super formation. Donc, je le vivais vraiment comme une étape vers la suite et pas comme une parenthèse avant une suite. Et après, c'est sûr qu'avec entre le cheminement, finalement, c'est pour Everreal que ça a été le plus difficile parce que le boulot, c'était de réussir à parler absolument de la solitaire du Figaro et de ce projet Figaro et de pas se laisser bouffer par un peu ce gros machin, ce gros projet. Ce qu'on a bien respecté là pour l'instant. Et donc c'était pas toujours facile à faire. Moi j'ai vraiment joué le jeu et je pense que finalement ça l'a quand même bien fait. Surtout qu'Everreal ils ont un super projet là encore qui continue avec Stan Turet. Donc c'était plus ça. T'as transmis le projet exactement à Stan. À Stan Turet. Voilà, donc il continue là les courses en Figaro cette année et qui continuera avec Everreal l'année prochaine et donc après c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était vraiment sur la phase d'entraînement quand j'avais pas encore le plaisir de faire des courses et que j'étais encore un tout petit peu dans la découverte du team Banque Populaire où je le connaissais pas encore très bien, où fallait gérer un peu aussi la déception pour Everreal parce qu'on avait encore des projets en tête tous ensemble et que du coup pour eux c'était un peu une déception, même si c'est quand même c'est eux qui m'ont fait exister en mini, c'est eux qui m'ont donc c'est quand même grâce à eux que j'ai eu ces opportunités là. Donc c'est plus avant les premières courses pour moi que ça a été difficile, où je l'ai pas forcément très bien vécu, mais une fois que je faisais ce que j'aimais, c'est-à-dire faire du bateau, en fait on se rattache au fait qu'on a beaucoup de chance de faire ça et voilà. Et puis il y avait Armel le Clash qui était sur l'eau aussi. Oui, ça c'était rigolo, mais bon on a vraiment respecté le truc à fond. Et puis Armel il est comme ça, en plus lui ça fait longtemps qu'il connaît le circuit Figaro et donc il a ses habitudes, il a sa façon de faire, il est hyper rigoureux. Donc on se croisait sur les pontons, il avait toujours un mot gentil pour moi, mais ça s'arrêtait là. Le projet est commencé en juillet, quoi. Le projet Banque Populaire. Donc, Alors du coup il a commencé. T'as commencé les premières navigations sur le bateau. Donc là c'est la phase vraiment littéralement de découverte parce que t'as fait un tout petit peu d'IMOCA avec Romain Tanasio. Ouais. Une journée quoi. Voilà. Donc il y a deux choses. Il y a à la fois la découverte d'une grosse structure, une très très grosse sécurité, l'une des plus prestigieuses de cette discipline, et la découverte du support. Comment se passent les deux à la fois? Alors le team du coup j'ai vraiment commencé à le connaître depuis le mois de janvier parce que j'avais la chance que le Figaro soit sur le ponton en face du hangar Banque Populaire, donc et l'IMOCA était en chantier depuis le mois de janvier dans le hangar Banque Populaire, donc ça faisait quand même une facilité logistique pour venir les voir, regarder comment ça se passait. Alors j'avais pas beaucoup de temps, mais une demi-heure tous les quelques jours, et ça permet finalement de commencer à se croiser, de commencer à s'apprivoiser. Donc le team, j'ai quand même l'impression d'avoir commencé à le connaître un peu avant là, au début du mois de juillet. Et par contre l'IMOCA, là c'est tout récent et oui ça fait beaucoup de choses et en fait tout ça est tellement énorme. Le projet Vendée ça revient hyper vite. Là j'ai dans 1 an et demi, même moins d'un an, 1 an et quelques mois, je suis censée être au départ du Vendée Globe. Donc si je commence à penser comme ça, je deviens tétanisée de peur et d'angoisse parce que aujourd'hui c'est sûr que je suis absolument pas prête. Mais donc je vais faire la même chose que ce que j'ai fait en mini, c'est-à-dire que travailler. Travailler. Puis là, mon objectif, par exemple, c'est le Fastnet la semaine prochaine. C'est de faire en sorte que Armel puisse à peu près me faire confiance sur les manœuvres et pas faire trop de conneries. Ensuite, en août, on va essayer de s'entraîner à faire un peu de faux solo. Je vais vraiment diviser le truc petit à petit. Et puis, sur un Fastnet, t'apprends à connaître l'équipe. Donc c'est vraiment... Aujourd'hui, j'ai le projet Vendée en ligne de mire parce que c'est ça l'objectif, mais je suis concentrée sur chaque petite étape parce que sinon je vais exploser en rêve, quoi. Tu vas t'évaluer en voyant rien le que truc. d'y penser. C'est sûr que quand les gens me disent tu t'imagines faire le tour du monde en solitaire sur un gros machin comme ça,
Hier soir, on a fait une nave semi-nuit parce qu'il y avait un sujet d'un journaliste sur Armel et moi, dès qu'on peut passer une minute à bord du bateau, c'est une bonne opportunité. Donc j'étais là pour tourner les manivelles et il me dit mais tu t'imagines faire un tour du monde sur un bateau comme ça? Et j'étais là aujourd'hui non. Enfin oui, je m'imagine, il faut que je me projette, mais là, non, concrètement, non. Mais par contre, aujourd'hui, mon job, c'est de bosser là-dessus et là-dessus et là-dessus. Et puis petit à petit, j'espère que tous les trucs vont faire mon petit Tetris et que tout va s'imbriquer pour que ça marche, quoi. Comment vit l'équipe? C'est un peu, c'est une écurie de F1 avec une énorme expérience, des résultats incroyables. Et là, et donc des techniciens avec beaucoup d'ancienneté. C'est une équipe où il y a eu peu de turnover, beaucoup de fidélité, des expertises énormes. Comment ils se mettent au service d'un projet, pour le coup, totalement différent? Alors je suis pas encore très bien placée pour parler à leur place, mais en tout cas moi pour l'instant je ressens énormément de bienveillance et c'est vraiment, ils répondent à toutes mes questions et je pense que pour le coup on a été hyper, pas que moi, mais tout a été assez transparent depuis le début que moi je débarque un peu dans cet univers, que je connais pas le fonctionnement des grosses équipes, que je suis pas une technicienne, il y a plein de choses que je sais pas faire sur un bateau, en tout cas en termes de réparation, de construction. Donc en fait, ils ont tous vachement plus de compétences que moi sur plein de sujets. Mais du coup, ça a été hyper transparent. Ils savent que moi j'ai le but d'apprendre le plus possible là-dessus et donc ils sont hyper ils répondent à mes questions et ils savent que c'est un projet. Ils ont quand même en tête la construction du trimaran ultime pour fin d'hiver 2021. Donc c'est pas comme s'il y avait que mon projet. Le projet pas une fin en soi, c'est une étape. Voilà, c'est une étape dans plein de choses. C'est aussi, ça donne aussi du sens à leur au quotidien parce que finalement c'est un beau bateau qui navigue. Puis le challenge est pas inintéressant. Le challenge est pas inintéressant. Voilà, c'est juste que pour une fois, en fait là, ce qui change pour eux, c'est que c'est pas un bateau qu'ils ont construit dont ils doivent s'occuper, mais bon, ils ont construit quasiment le même il y a quelques années et c'est pas l'objectif de gagner. Donc ça, c'est vrai que ça change un peu, mais je pense que ça fait aussi du bien. 2018, ça a pas été une année facile pour Banque Populaire, parfois oui, ça, puis ils ont. Donc on rappelle, il y a deux chavirages et la perte du bateau, de leur ultime. Alors la deuxième fois, on n'appelle pas ça un chavirage. Tout à fait. Casse. Attention, on l'utilise. Bateau casse d'abord et ensuite chavire. Et puis c'est la réalité. Ouais. Mais donc c'est pas facile à vivre. Puis perdre un bateau quand on a passé autant d'heures à le soigner, à le bichonner. La succession. Ça a été une année difficile. Donc je pense que avoir un peu de nouveauté, ça leur fait aussi c'est chouette, quoi. Ça change. Voilà, aujourd'hui j'ai pas vraiment de recul pour j'essaye juste le plus possible d'être à la hauteur et encore une fois de pas trop penser au fait que c'est une énorme équipe et qu'ils ont tous palmarès derrière, parce que par exemple quand on s'entraînait là en Figaro, Loïc Perron il a ses petites habitudes chez le Banque Populaire parce qu'il a fait partie de l'équipe, donc lui il allait poser sa trottinette chez eux et tout, et toi t'es là, bon, est-ce que je suis vraiment dans la même équipe que lui? Donc moi j'essaye de pas trop penser à ça parce que je me compare pas à Armel, je me compare pas à Loïc, je suis encore un autre type de marin et j'ai pas les mêmes ambitions, mais je vais essayer de faire de mon mieux, quoi. En gros, je pense que quand on montre qu'on a envie de bien faire, qu'on travaille et que on essaye d'être respectueux de tout ce qui est mis en œuvre autour d'un beau projet comme ça se passe à peu près bien. C'est ta marque de fabrique, cette forme de pragmatisme et de simplicité, de prendre les choses comme elles viennent, même si elles sont incroyable. Ouais, j'ai pas essayé de me créer une marque de fabrique, donc je sais pas si c'est ma marque de fabrique, mais en tout cas, moi, pour, on va dire, vivre ça de façon sereine, je saurais pas faire autrement. Donc, je fais ça comme ça. Voilà. Ça a l'air de plutôt fonctionner. Bon, on verra, hein, je sais pas encore, mais oui, c'est juste que je me vois pas faire autrement et je pense que c'est hyper important de... En fait, parfois c'est difficile, parfois on est fatigué et moi ça m'est arrivé par exemple en entraînement au Figaro de me lever le matin en me disant là j'ai pas envie d'aller naviguer et et ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Enfin, on n'a pas tous les jours le même entrain, la même énergie. Et donc moi c'est juste que ce que je me redis au quotidien, c'est de réussir à prendre du recul et à me dire c'est une chose extraordinaire de faire ça et je me rattache toujours à ça pour retrouver la simplicité et juste accepter si j'ai une phase un peu moins énergique, ça arrive. Enfin voilà, donc essayer de me rattacher à des choses basiques pour avancer et voilà. Bon, écoute, ça a l'air de plutôt fonctionner jusqu'ici.
Voilà, oui, je sais pas trop, mais en tout cas, moi j'ai. Si, enfin, c'est moi qui te le dis, c'est pas une question. C'est gentil. Non, Mais tu sais, en préparant cet enregistrement, j'ai retrouvé dans mes mails le premier mail que j'avais échangé avec toi. Ah oui, sûrement. Sur un mémoire. Oui. T'étais étudiante à HEC, sur un mémoire j'ai reçu beaucoup d'étudiants pour des mémoires. Une œuvre d'art, peut-être, mais t'es la seule étudiante que j'ai pu recevoir il y a assez longtemps qui prépare le Vendée Globe aujourd'hui, donc, tu vois, comme quoi il faut effectivement enchaîner les étapes. Commencer par un mémoire. Mon mémoire sur le sponsoring. Sur le sponsoring, non mais franchement j'en ai encore. Si quelqu'un veut le lire, et je le mets au défi de lire la totalité des pages. Je crois qu'il fallait écrire 100 pages. Il y avait un petit peu de rallonge de mots, je crois. Voilà, dans mes archives, j'en ai une petite dizaine pour être très honnête, parce que les étudiants à chaque fois ont la gentillesse de me l'envoyer. On pourra distribuer. Le tien, écoute, c'est le seul de quelqu'un qui prépare le Vendée Globe aujourd'hui. Donc je te souhaite d'arriver au bout de cette aventure-là, au moins pour que cette boucle-là soit bouclée. Je pourrais l'emmener avec moi sur le Vendée Globe. Il y a de la lecture, hein, puis il y a moyen de s'endormir. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, bonne continuation pour tes projets. Bon Fastnet avec Armel Lecléache et bonne Transat Jacques Vabre à suivre. Ouais. Voilà. Là, vous avez pas vu, mais elle a fait une grimace. Alors, non, voilà, ça va parce être que je pense au retour de la Transat Jacques Vabre que j'ai pour objectif de faire en solitaire, en fait. Donc, du coup, je pense plus à ça, tu vois. En fait, tout ça, jusque là, c'est tranquille. Mais voilà. en fait, le vrai truc, c'est le retour du Brésil. En fait, c'est un peu ce que je me dis, la Transat Jacques Vabre, c'est la prépa pour le retour. Très bien. Bon. Eh ben, écoute, bonne navigation. Merci. Salut, Clarisse.